Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous proposons de faire un tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité politique de la semaine. Au menu de ce numéro, nous allons parler encore une fois de la traque des biens mal acquis. Le prétexte, ce n'est plus le débat autour des milliards recouvrés, comme le débat qui est en train de secouer la mouvance présidentielle et même le landerneau politique. Mais aujourd'hui, le prétexte, c'est tout simplement la sortie de ce mercredi du comité directeur du PDS, qui veut en savoir plus, qui accuse le Premier ministre d'avoir fait faux usage de faux dans ses chiffres déclarés comme étant les sommes recouvrées dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Et c'est pourquoi donc ils ont décidé de signer une pétition nationale et internationale pour la démission du Premier ministre du Sénégal. Alors une demande de trop ou bien tout simplement du bluff pour le Parti démocratique sénégalais qui a vu en tout cas son candidat déclaré toujours en exil et qui doit au Sénégal, selon en tout cas les autorités, presque 130 milliards à recouvrer. Nous allons aussi évoquer le procès de Khalifa Sall. Le prétexte, comme vous le savez, le procès encore a été renvoyé une seconde fois jusqu'au 23 janvier, un second renvoi qui laisse voir que nous allons donc tout droit vers un procès fleuve ou bien un procès marathon qui risque de prendre plusieurs mois, si en tout cas on continue comme ça. Alors pour évoquer toutes ces questions, nous recevons deux hommes politiques. L'un, c'est M. Tabouré Agne. Il est conseiller municipal à la mairie de Pikine-Est, président de la commission des finances et membre donc des cadres de l'APR. M. Agne, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plan, nous avons le plaisir de recevoir M. Elias Bassène. Il est le coordinateur national du mouvement OK Karim, donc membre des Karimistes donc, et il est aussi membre du comité directeur du PDS. M. Bassène, bonsoir. Bonsoir. Alors je commence d'ailleurs pour vous. Alors que reprochez-vous donc au Premier ministre? Hier on a vu au cours de votre comité directeur, vous avez dit qu'il a fait faux usage de faux dans le cadre donc des chiffres déclarés comme étant été recouvrés dans le cadre de la traque des mal acquis. Que lui reprochez-vous au point de demander sa démission? Merci Georges. Merci d'abord pour l'invitation. Vous me permettez de saisir cette tribune pour présenter mes meilleurs vœux au peuple sénégalais, particulièrement à ma parent de la Casamance, et souhaiter que cette nouvelle année que nous entamons consacre définitivement la paix en Casamance. Pour maintenant revenir un peu à la question que vous m'avez posée, celle de savoir ce que le PDS reproche au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Écoutez, nous lui reprochons beaucoup de choses. Nous lui reprochons beaucoup de choses parce que récemment, il a déclaré qu'effectivement, le gouvernement du Sénégal a recouvré 152 milliards dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Naturellement, cette révélation fait suite à celle de Mimi Touré, ancien Premier ministre. Le PDS s'est réuni en comité directeur il y a cela 2 jours, le mercredi dernier, et a apprécié cette déclaration, cette sortie de Mohamed Boun Abdallah Dionne, chef du gouvernement du Sénégal. Nous avons donc dit en haute et intelligible voix que cette déclaration était fausse, elle était déniée de tout fondement. Le gouvernement n'a jamais recouvré 152 milliards dans le cadre de la traque des opérations mal acquises. Et si vous me permettez d'ailleurs, je vais revenir sur le communiqué qui a sanctionné la rencontre du gouvernement, il y a cela quelques jours, et qui a fait effectivement état de ces 150 milliards. De quoi s'agit-il en réalité? Qu'est-ce qu'on nous a dit dans ce communiqué? On nous a donné un listing circonstancié de l'ensemble des sommes qui ont été recouvrées auprès des personnes mises en cause dans la traque des biens mal acquis. La dénonciation du montage financier de l'aéroport international Blaise Diagne aurait permis, d'après leur dire, de récupérer 100 milliards. Ce sont les informations qu'on nous a livrées. Ensuite, ils sont allés plus loin en disant que même dans le cadre de DP World, le ticket d'entrée de DP World, donc pour la concession au niveau du port de Dakar, ça a permis à l'État du Sénégal de recouvrer 37 milliards. Permettez-moi d'ailleurs, je dois m'arrêter un peu sur cette question parce que, à l'attention de vos auditeurs, pour leur expliquer de quoi il s'agit, l'affaire DP World. C'est l'inspection générale d'État qui avait mené une mission de contrôle, une mission spécifique de contrôle au niveau du port, et qui s'est rendu compte
qu'au moment d'acquérir la licence, DPO n'avait pas payé. On a donc sommé l'entreprise de payer ses redevances d'entrée, le ticket d'entrée. Et c'est 37 milliards. D'après le gouvernement, ça c'est de l'argent mal acquis. L'autre élément qu'ils ont soulevé, c'est les 5 milliards de dettes d'Abbas Jaber à son approche. 5 milliards. Ils disent que ça c'est de l'argent qui rentre aussi dans le cadre de la traite des biens mal acquis. L'affaire Aïda Diong, qui est encore pendante devant, comment dirais-je, la justice. Aïda Diong n'a jamais été jugée par la CREI et n'a jamais été condamnée par la CREI. Ses avoirs ont été évalués à 47 milliards de francs. Le gouvernement estime que les 47 milliards de Aïda Diong font partie de la traque des biens mal acquis. L'autre, c'est Taïbou Ndiaye, l'ancien directeur comment dirais-je, de la CADAS. Ses avoirs aussi bancaires, comment dire, son patrimoine a été évalué à 3 milliards. Ces 3 milliards ont été versés dans le cadre du patrimoine, du patrimoine des biens mal acquis. Alors, dites-moi, Georges, parmi tous comment dirais, les éléments que je viens de vous énumérer, qu'est-ce qui est en rapport avec la CREI et avec la traite des biens mal acquis? Absolument rien de tout cela. Donc, parlons de ce constat. Le PDS a dit qu'il est temps que nous soufflions la fin de la récréation. On ne peut plus permettre à ce gouvernement de continuer à bercer dans le mensonge et dans la manipulation des masses. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, nous allons désormais porter l'affaire devant les tribunaux. Nous avons donc demandé à notre frère secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, de constituer un pôle d'avocats sénégalais et internationaux pour effectivement porter plainte contre Mohamed Boun Abdallah. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi demandé au frère secrétaire général national adjoint, en l'occurrence Omar Sarr, en concertation, en relation avec les jeunes du parti, JTL, le MEL, d'initier une pétition nationale, d'accord, pour exiger la démission de Mohamed Boun Abdallah Dionne et de son gouvernement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je souhaiterais que quand la pétition sera disponible, que vous la signiez, parce qu'il s'agit d'une opération de salubrité publique. Il faut mettre un terme au mensonge d'État qui entoure justement cette traite des biens mal acquis. Voilà, merci. C'est un peu clair. Alors, monsieur Taboué Agne, vous l'avez entendu, hein, que répondez-vous donc à ces arguments? Voilà, merci Georges de l'invitation. Je salue mon co-débatteur, M. Basset. Et je salue aussi, donc, à la suite donc, de ce qu'il a dit, je souhaite mes meilleurs vœux aussi à tous les militants de l'APR, particulièrement à ceux de Pikine, à ceux de Saint-Louis, à ceux de Kermassar. Je salue aussi donc, mon coordinateur départemental qui est M. Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine. Alors, cela dit, M. Georges, moi, à entendre M. Basset, j'ai envie de rire. Je me demande bien dans quel Sénégal on se trouve. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont géré ce pays pendant presque 10 ans. Voilà des gens qui ont géré ce pays avec une malgouvernance que tout le monde sait, avec une gouvernance qui était caractérisée par une corruption caractérisée, avec une gouvernance qui était caractérisée par des détournements de deniers publics, avec une gouvernance vraiment caractérisée par la concussion pendant 10 ans, pendant 12 ans je peux dire, parce que c'est durant tout le règne de Abdoulaye Wade. Et qui ne se souvient pas du fonctionnaire international qu'on avait donné, à qui on avait donné une valise de 75 millions de nos francs et qui est parti avec. Et on nous dit après que c'était un cadeau. Mais je ne serai pas là à rappeler quand même ce passé pour glorieux du Sénégal. Et voilà des gens qui, donc après avoir géré ce pays et que l'alternance a lieu, les Sénégalais les ont enlevés ici, ont amené un autre régime, pour cause, je dirais même, de salubrité publique. Et voilà donc que on a commencé donc à découvrir beaucoup de choses. On a initié la traque donc des biens mal acquis. Et je pense que d'après ce qu'il a dit, lui-même, il se contredit. Et il y a une confusion que les gens font, avant de revenir à la plainte, sur la traque des biens mal acquis. Parce que je pense à l'entendre parler, et c'est cette confusion qui est un peu grave. C'est-à-dire que voilà des gens qui réduisent la traque des biens mal acquis uniquement au travail de la CREI, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été amenés à la CREI. Mais la traque des mal acquis est bien plus large que ça. Ça ne s'arrête pas tout simplement aux gens qui ont eu à répondre à la CREI. Je vous rappelle que ceux qui sont partis à la CREI, ce sont des gens qui ont refusé de transiger. Ce sont des gens qui ont refusé la médiation pénale.
Et je pense que le Premier ministre, en parlant, parce que le Premier ministre, je parle surtout de Mme Mimi Touré, parce que c'est elle qui était à la charge de cette traque des biens mal acquis. Je pense que Mimi Touré, lorsqu'on l'avait suivi, lorsqu'il était ministre de Justice, il y avait beaucoup de biens qui étaient recouvrés à partir de personnes que la justice n'a pas poursuivies. La justice a poursuivi ceux qui avaient refusé de faire la médiation pénale. Et je pense que Karim Wade en fait partie. C'est parce qu'il a refusé d'effectuer une médiation, de transiger, qu'on l'a amené à la justice. Donc il a été jugé, il a été reconnu coupable, et avec des amendes s'élevant pratiquement à 138 milliards, avec ses complices, qui est Bibo Bourgi et Abibou Bourgi. Et vous avez le cas de Taïbou dont il a parlé. Mais Taïbou, dès le début, il avait accepté de transiger. C'est parce que par la suite qu'il est revenu sur ces décisions que les gens l'ont amené à la CRI, avec à peu près une valeur d'à peu près 4 milliards. Vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à la CRI, mais qui ont transigé. Vous avez aussi d'autres personnes qui étaient poursuivies dans ce cadre de la traque des biens mal acquis et qui ont remis en douce, comme je l'ai dit, l'argent. Par exemple, lorsque vous parlez par exemple du billet d'entrée, par exemple, de DP World, mais vous l'avez dit. Vous avez dit que DP World avait refusé de payer. Oui. DP World avait refusé de payer. Ça peut-être c'est ce que les Sénégalais, moi, on a fait comprendre aux Sénégalais. Mais est-ce que DP World n'avait pas payé et que cet argent-là était quelque part? Il a fallu donc déclencher la traque des biens mal acquis pour pouvoir recouvrer ces biens. Parce que si cette traque n'était pas initiée, le Sénégal n'aurait jamais retrouvé ces ça a quel rapport avec Karim Wade? Ça a quel rapport avec Karim Wade, ça? Comment? Ça a quel rapport avec Karim Wade? Non, on parle de la traque des biens mal acquis, mais la traque des biens mal acquis ne se limite pas tout simplement à Karim. La traque des biens mal acquis, vous avez bien d'autres personnes qui sont poursuivies dans ce cadre. Et je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes dont on n'a pas voulu donc révéler leur identité parce que c'est des gens qui ont transigé. Pourquoi vous voulez pas révéler leur identité? Il y a beaucoup d'avoirs qu'on a recouvert. Pourquoi vous ne voulez pas révéler leur identité? Vous parlez de l'aéroport. Pourquoi vous ne voulez pas révéler leur identité? Vous parlez de l'aéroport. Ces personnes n'existent pas. Pourquoi vous ne voulez pas révéler leur identité? Mais parce que ça fait partie de la procédure. Mais non, je suis désolé, c'est de la manipulation. Il n'y a personne qui a transigé, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans votre illusion. Ça n'existe pas. Oui, mais maintenant, il s'agit de plusieurs milliards. Je termine mon raisonnement. Parce qu'il a parlé de pourquoi on n'a pas révélé le don. Je l'ai dit, c'est une procédure judiciaire. La médiation pénale est une procédure judiciaire. Et alors? Ah oui. Une procédure judiciaire, c'est des normes, c'est des règles. Quand vous acceptez de faire la médiation pénale, on n'a plus le droit de dévoiler parce qu'il y a le principe de la confidentialité qui préside à la médiation. Quand vous faites la médiation pénale, celui avec qui vous faites la médiation n'a plus le droit de révéler ni votre identité, ni vous abonner. C'est le principe de la confidentialité. C'est pourquoi j'ai dit il y a beaucoup de choses que vous ignorez. C'est pour cela que vous mettez à parler. Vous parlez de l'aéroport international avec les 100 milliards qu'on a recouvrés. Mais si ce n'était pas cette traque des biens mal acquis, nous n'allons pas recouvrer ces 100 milliards. Vous les avez recouvrés comment? Parce que l'aéroport international, rappelez-vous, les sociétés AHS, les sociétés SHS, mais c'était des sociétés aéroportuaires qui travaillaient et que l'État a récupéré à la suite de cette traque des biens mal acquis. À qui appartenaient ces sociétés? Mais ces sociétés appartenaient à Bibo Bourgi qui était un prête-nom et à Karim Wade. C'est terrible ça. Non, ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est des preuves palpables. C'est dans la traque des biens mal acquis. Tous ceux qui l'ont suivi le savent. Aujourd'hui, cette société est gérée par l'État. Alors si vous évaluez cette société, mais ça vous fait plus de 100 milliards avec les actions qui se trouvent. Ah bon? Ah oui. Si vous évaluez le patrimoine de ces sociétés, ça fait plus de 100 milliards. Pourtant, donc c'est pourquoi je dis, moi je ne vois pas pourquoi, c'est-à-dire que d'abord, eux, ils sont mal placés quand même pour parler de porter plainte au Premier ministre dans la traque des biens mal acquis. Je pense qu'ils estiment que vous avez manipulé des chiffres, vous avez donné au Sénégal des sommes avec un montage financier tout à fait faux, grossier, comme ils disent. Effectivement. Et il s'agit d'un mensonge. Mais est-ce que eux, ils savent combien la traque des biens mal acquis a rapporté à l'État du Sénégal? Mais oui, nous le savons. C'est-à-dire c'est facile d'être contesté, mais quand vous dites que quelque chose n'existe pas, il faut en mener la preuve d'abord, et de deux ensuite, et de deux, nous dire quel est le montant véritable qui a été recouvré. Oui, mais Georges, vous parlez. Parce que nous savons au moins, je te l'ai dit, j'ai dit l'aéroport, j'ai parlé de DP World, j'ai parlé aussi de AHS et de SHS, j'ai parlé les comptes de Monaco de Karim. Tout le monde le sait. C'est des comptes où on a trouvé à peu près 5 milliards. Ça, tout le monde le sait. Et des flux financiers qui s'élevaient à 97 milliards. Non, c'est que parfois les gens se parlent et ne suivent pas l'actualité parce que je pense que vous ignorez même, vous n'aviez même pas suivi le procès parce que si vous aviez suivi le procès et que vous aviez vu vraiment les charges, les trucs à charge et à décharge qui ont été mis sur la table, vous sauriez que la traque des biens mal acquis, parce que moi je m'attendais même à quelque chose de supérieur à ces sommes. Et je pense que le gouvernement l'a dit, le recouvrement est en train de se faire, on est en train de poursuivre donc la procédure et que les gens, parce que déjà, même les 138 milliards de Karim Wade qu'il doit à l'État du Sénégal n'ont pas été encore recouvrés.
Alors que c'est de l'argent qui doit être là. L'amende qui a été faite à Bibo Bourgi ne doit pas être recouvrée. Et c'est de l'argent que l'État du Sénégal attend patiemment de recouvrer. Donc, que nous, citoyens sénégalais... Vous allez recouvrer peut-être 500 milliards alors. Mais c'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. C'est de l'argent qui doit être restitué à l'État du Sénégal et au peuple sénégalais. D'accord, je reviendrai à vous. Alors, oui, allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, alors, d'abord, je suis sidéré de constater à quel point, effectivement, nos amis du pouvoir, comment dirais-je, sans tête. J'avais envie d'ailleurs de vous poser la question, quand est-ce que vous allez remettre donc ces 138 milliards dont il parle? Nous ne remettrons rien. Nous ne remettrions rien à l'État du Sénégal parce que Karim ne doit rien à l'État du Sénégal. Mais c'est la justice qui le dit. Mais c'est la justice qui a... Je dis bien que nous ne remettrons rien. Quelle justice? On constitue, comment dirais-je, un commando politique, on le lance à l'assaut d'un adversaire politique, on le fait condamner par, comment dirais-je, une juridiction d'exception, une juridiction qui n'a, comment dirais-je, qui n'a aucune valeur juridique, et on lui demande de payer 138 milliards. Vous allez penser que Karim va donner à l'État du Sénégal 138 milliards. Karim ne donnera aucun rond à l'État du Sénégal. Il vous arrive de parler ça avec Karim, est-ce qu'il ne vous dit pas que je ne viens pas au Sénégal parce que j'ai une dette à payer? Oh là là, alors, pour votre information, Karim se porte à merveille. Karim se prépare à rentrer au pays et son rôle est pratiquement imminent. Pour ça, c'est pour votre information. Vous ne voulez pas affronter Karim sur le terrain politique, vous n'avez pas de choix. Karim arrive, nous allons, comment dirais-je, nous débarrasser le peuple sénégalais de ce régime incompétent. Mais maintenant, pour revenir un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous savez, il a parlé en citant des biens mal acquis qui ont été recouvrés. Il a cité AHS. En disant que c'est une société qui appartient à Bibo Bourgi. AHS n'appartient pas à Bibo Bourgi, mon ami. AHS appartient à Elvin Ndiassé, un Sénégalais bon teint, qui a trimé, qui s'est bâti et qui a gravi les échelons un à un jusqu'à bâtir cette société où il a employé beaucoup de Sénégalais. On a estimé qu'il était proche de Karim Wade. Comment dirais-je, on réquisitionne sa société, on nationalise la société et cette société a été évaluée à 50 milliards. Ça, c'est dans le communiqué du gouvernement. C'est le communiqué qui l'a dit. Ce n'est pas 100 milliards, c'est 50 milliards. On a dit que AHS vaut 50 milliards. Ça, c'est deuxièmement, les appartements de Bibo Bourgi, je les ai cités tout à l'heure, d'Eden Rock, je dis bien des appartements de Bibo Bourgi, qui sont évalués à 650 millions l'unité. Ces appartements-là, vous les avez attribués à Karim Wade? Et vous me parlez du procès. Moi, j'étais au procès du début à la fin. Tous les jours, j'étais au tribunal. Vous n'avez jamais été au tribunal. Si, autrement, je vous aurais reconnu. Vous n'avez jamais mis le pied au tribunal. Moi, j'étais présent du premier au dernier jour. Les témoins à charge que vous avez payés, que vous avez soudoyés pour venir raconter du n'importe quoi, c'est Karim Wade. Histoire de gonfler son patrimoine pour le faire condamner. Mais sous ces gens-là, finalement, ils se sont dégonflés. C'est un tissu de mensonges que le pouvoir a servi au peuple pour pouvoir justement éliminer un candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais c'est une peine perdue. Je vous ai dit tout à l'heure que Karim se prépare sérieusement pour rentrer au pays, pour mener ses troupes au combat et se débarrasser du peuple sénégalais. Oui, mais est-ce que ce n'est pas quand même, est-ce que c'est quand même sérieux selon vous de demander de signer une pétition, de faire signer au Sénégal une pétition pour la démission du Premier ministre? Ah oui, non, mais c'est très sérieux. Et encore une fois, vous-même vous devriez signer. Comment dirais-je, cette pétition, c'est un acte patriotique. Georges, on ne peut pas continuer à assister impuissamment à la mise en scène, aux manipulations des masses, à l'intoxication, à la désinformation de ce gouvernement. Il faut que ça s'arrête. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour dire à ce gouvernement, stop, arrête, c'est suffisant. Le PDS a décidé de prendre ses responsabilités. Nous avons d'ailleurs lancé un appel pressant en direction de tout le peuple sénégalais pour lui demander de se joindre à nous pour exiger la démission de ce gouvernement incompétent, ce gouvernement qui excelle dans l'art de la manipulation et du mensonge. Mais je t'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit là d'une opération de salubrité publique et vous me dites qu'est-ce que c'est sérieux. Vous croyez que les Sénégalais vont vous suivre dans cette pétition-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des parties, des pays dans le monde où il suffit juste qu'une autorité, je ne dirais pas, mente à son peuple, mais faillissent. Quand une autorité va jusqu'à faillir à sa mission, elle rend le tablier. Mais pourquoi ici, dans ce pays, on doit continuer à supporter quotidiennement des gouvernements, des autorités, des dirigeants qui d'abord n'ont aucun respect par rapport à leurs paroles, d'accord, aucun respect vis-à-vis des engagements qu'ils prennent devant le peuple,
et qui passent le plus clair de leur temps à manipuler les masses à travers une campagne de désinformation et d'intoxication. Justement, encore une fois, parlant de faux, usage de faux, dont fait état donc le Parti démocratique sénégalais, est-ce que vous, au sein de la paire, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise dans cet embrouillage de chiffres? Parfois, Mimi Touré avait parlé de 200 milliards, le comité, pas le comité directeur, mais en tout cas le porte-parole du gouvernement qui parle de 152 milliards. Ouais. Alors finalement, les Sénégalais ne se retrouvent plus dans les chiffres. Est-ce que vous, cela ne vous a pas mis mal à l'aise quand même? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à l'aise. Mimi Touré parlait sur un plateau de télévision, et puis on l'avait invité dans une émission politique, mais le porte-parole du gouvernement, c'est celui-là qui représente tout le peuple sénégalais de façon officielle. Donc les chiffres qu'il donne sont des chiffres officiels. Mimi Touré, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien Premier ministre, c'est l'ancien ministre de la Justice. Mais c'est ce que j'ai dit. Mimi Touré en personne est revenu pour dire, évidemment, qu'il reconnaît, parce qu'en parlant, peut-être qu'il avait des chiffres approximatifs, parce qu'il n'est plus dans les mains du gouvernement. Mais que les chiffres officiels que le gouvernement a donnés ne les démentissent pas. C'est tout simplement un problème de truc. Mais je pense que comme le communiqué officiel a été fait, déjà tout le monde est élucidé sur ça. Alors ce que je veux dire, je disais tout à l'heure qu'il me faut rire. C'est-à-dire que quand vous parlez de mensonges, vous parlez de contre-vérité, etc. et tout ça, des gens qui se dédient et qui ne disent pas la vérité. Mais je vous rappelle, mon cher, il n'y a pas si longtemps, en 2012, mais c'est votre président qui disait du wah-wahet, qui en a fait un slogan. Tous les Sénégalais en ont fait un slogan. Le wah-wahet, tout le monde sait que ça vient de votre secrétaire général. Donc quand on parle de contre-vérité et de mensonges et de tromper le peuple, je pense que vous vous trompez de cible. Vous auriez dû bien regarder derrière vous. Donc ça c'est deux. Mais l'autre, je dis, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, ces gens-là ont toujours été anti-républicains. Et ils sont encore jusqu'à présent anti-républicains. Quand il dit que la justice sénégalaise condamne Karim Wade avec un procès régulier, équitable, et ensuite on le condamne à payer 138 milliards, il dit que Karim Wade, sur un plateau de télévision devant tous les Sénégalais, que Karim Wade ne va pas payer ces 138 milliards, ça veut dire que vraiment vous voyez un peu la psychologie, vous voyez un peu la dimension de l'individu, vous voyez un peu ce type de politicien aujourd'hui qui existe au Sénégal. Ça dit que c'est des gens qui méprisent les institutions, qui ne respectent pas les institutions, qui sont des anti-républicains. Alors ça ne nous étonne pas qu'ils se mettent aujourd'hui à faire des pétitions pour évidemment un personnage comme le Premier ministre, que le président de la République a mis ici, qu'il mette une pétition pour dire qu'on va dénier déjà la stratégie est mauvaise, la communication est mauvaise, et je pense que ils ont le droit de porter plainte après tout. Non, mais tu vas porter plainte contre qui? Contre le Premier ministre. Mais le Premier ministre n'a pas parlé du PDS. Le PDS, si le Premier ministre avait parlé, c'est pourquoi je dis ils sont ignorants quelque part. Parce que si le Premier ministre avait attaqué le PDS, ou avait parlé du PDS, ou avait porté préjudice au PDS, il y a un préjudice qui a été fait. Parce que pour porter plainte, il faut d'abord qu'il y ait une infraction et il faut qu'il y ait un préjudice. Alors, quelle est l'infraction? L'infraction, ils ont dit que l'infraction, selon vous, c'est parce qu'il a donné de faux chiffres. Comment c'est ça? Comment ça, de faux chiffres? Attendez, non seulement... Le gouvernement qui fait un communiqué, mais il faut qu'il nous prouve que d'abord... C'est pourquoi j'ai dit, mais donnez-nous les vrais chiffres. Non seulement il y a non, vous avez parlé, Georges, il a parlé tout à l'heure. Non seulement il y a eu infraction avérée. Donne-nous, au moins... Non seulement il y a eu infraction avérée, mais il a manqué. Oui, mais quand vous dites qu'ils ont donné les faux chiffres, il faut qu'ils nous donnent les vrais chiffres. Mais il faut qu'ils nous donnent des vrais chiffres, parce que pour porter plainte... Écoutez, monsieur Georges, non, j'ai la parole, c'est moi qui ai la parole. C'est parce qu'il n'y a pas de chiffres. S'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. Dans le cadre de l'attaque des biens. Vous avez parlé tout à l'heure. Non, s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. J'ai dit, s'il y a infraction, il parle de faux et d'usage de faux. Il conteste les chiffres. Ils n'ont qu'à lui dire c'est combien. Parce qu'au moins le gouvernement a le courage de faire sortir de chez des 153 milliards. Alors les chiffres exacts c'est combien? Mais il n'y a pas de chiffres. Non, vous répondez à notre question. Il n'y a pas de chiffres. La réponse est qu'il n'y a pas de chiffres. Tout ce que vous avez dit, vous avez parlé de Eden Drop. Oui, mais Eden Drop. Vous avez confisqué des appartements appartenant à un privé. Il s'appelle Bibo Bourgi. Mais c'est de l'argent. Mais c'est pas votre argent, c'est l'argent de Bibo Bourgi. Donc vous dites qu'il n'y a rien. C'est de l'argent de Bibo Bourgi, c'est pas l'argent du Sénégal, c'est l'argent de Bibo Bourgi. Vous dites qu'on a confisqué. Vous dites qu'on a. Vous êtes trop contradictoire. Comment ça? C'est-à-dire que vous n'êtes pas logique avec vous. Vous avez dit que le gouvernement a acquis les appartements d'Eden Drop qui n'appartiennent pas d'ailleurs à Bassal, mais qui appartient plutôt à Bibo Bourgi. C'est pourquoi je dis, si vous étiez au tribunal, vous n'avez pas très bien suivi les débats. Ah bon? Non?
Parce que Eden Rock, le juge, même le jugement, si vous allez voir le procès verbal du jugement, l'arrêté du jugement, vous verrez très bien que Eden Rock a été, le propriétaire Eden Rock, c'est Bibo Bourgi, ce n'est pas une autre personne. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit que ça contraire. n'appartient pas à Bibo Bourgi. Non, non, je suis désolé, j'ai dit 7 appartements d'Eden Rock appartenant à Bibo Bourgi et qui sont évalués à 650 millions d'unités que l'État a frauduleusement confisqué. C'est pas ça le débat. Je n'ai pas dit autre chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, j'ai dit l'autre débat. Je termine mon raisonnement. C'est toi qui te cours dans tes contradictions. J'ai dit qu'ils sont très mal placés pour ça. J'ai dit pour faire plainte, il faut qu'il y ait une infraction. Et quand il y a infraction, il faut d'abord contester les chiffres. Et pour contester les chiffres, il faut avoir les chiffres véritables. Donc pas des chiffres véritables. Quand ils te disent qu'il n'y a rien. Mais il n'y a pas de chiffres, je suis désolé. Tous les Sénégalais savent. C'est tellement facile d'aller confisquer des biens de tout pays, de les nationaliser pour en dire que nous avons retrouvé ceci, nous avons retrouvé. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a absolument rien. L'autre élément, le Premier ministre et le gouvernement du Sénégal ne s'est pas attaqué, n'a pas personnalisé l'affaire, n'a pas attaqué le PDS en tant que structure. Ça veut dire que le PDS n'a pas subi de préjudice. N'a pas subi de préjudice. Quel est le préjudice qu'ils ont subi? Parce que je l'ai dit, il faut un préjudice. Et ensuite, il faut aussi avoir intérêt dans l'affaire. Il faut avoir intérêt dans l'affaire. C'est-à-dire que le PDS en tant que personne morale n'a jamais été visé dans le communiqué du gouvernement. Donc comment le PDS en tant que personne morale peut-il porter plainte? Mais qui milite au PDS? C'est-à-dire que si les personnes individuellement avaient porté plainte, on aurait compris. Mais ceux qui étaient visés individuellement avaient porté plainte, on aurait compris. Alors c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut des confusions de genre extraordinaires. C'est le peuple sénégalais qui est visé. Les militants du PDS font partie du peuple sénégalais. Attendez, je vais répondre ça même. Il faut lever cette équivoque-là. Il se pose la question de savoir comment dirais-je, qui est... Vous avez subi un préjudice dans cette déclaration? Oui, bien sûr que nous avons subi un préjudice. Les militants du PDS sont des Sénégalais comme vous et moi. Nous sommes d'accord. Naturellement. Le PDS n'est pas, comment dirais-je, un îlot placé, comment dirais-je, quelque part en Gambie. C'est des Sénégalais bontins qui militent au PDS. Est-ce que dans le communiqué, on a parlé du PDS? Nous sommes des Sénégalais. Nous avons donc été victimes de la manipulation, donc du mensonge d'État du gouvernement. Par conséquent, nous avons senti la nécessité de réagir pour mettre un terme à cela. Ça, c'est notre droit. Si c'est cela, monsieur Alors, donc, ce n'est pas l'entité PDS en tant que telle qui est ciblée, mais c'est les militants du PDS qui sont des Sénégalais, avant tout, qui ont le droit de vivre dignement dans ce pays et qui ont le droit, justement, qui ont un droit de regard sur la manière dont les deniers publics sont gérés. Et qui veulent savoir où se trouve la vérité. Effectivement, c'est je pense que là, si en suivant son logique, je pense qu'en 2012, on aurait dû plaindre à votre secrétaire général quand il parlait de Wahwahet. Quand il disait quelque chose, il faisait autre chose. Alors, on lui pose la question, il dit que... Je pense que si c'est ça... Vous portez plainte contre Watt en 2012. Si c'est ça. Si vous portez plainte contre Watt en 2012. Je pense qu'on se rappelle aussi, c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes des anti-républicains. On se rappelle du troisième mandat. Mais toi, tu oses me parler de Wahwahet. Tu oses me parler de Wahwahet. Ce troisième mandat que vous voulez forcer. Tu as le courage de me regarder droit dans les yeux pour me parler de Wahwahet. Je ne m'étonne pas aujourd'hui que vous soyez là à défendre ces points de vue. Et puis, ils sont familiers du fait. Parce que si vous vous rappelez, lorsque, par exemple, l'attaque des biens mal acquis a commencé, mais évidemment, leur secrétaire général avait dit déjà qu'il allait porter plainte contre M. Macky Sall. Où est la plainte? Et lorsque l'affaire Aliou Sall, si vous vous rappelez, lorsque Aliou Sall, avec les trucs Petrosen, etc., il avait dit qu'elle allait porter plainte. Est-ce qu'ils ont porté plainte? Où est-ce que ça s'est terminé? Lorsque, voyez, donc il y a des cas comme ça, je peux en énumérer plusieurs. Mais c'est du bluff, c'est une communication tout simplement. Mais chaque fois, à chaque stade, que le président de la République pose un acte, ou bien que le gouvernement du Sénégal pose un acte, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'ils vont porter plainte. Et ça ne se termine nulle part. Donc, la plainte avec Aliou Sall, où est la plainte? La plainte que votre secrétaire général avait dit qu'il allait porter contre le président Macky Sall pour... comment on appelle ça, la société qui avait... Ah oui. Qui avait... lorsque le gouvernement du Sénégal a transigé avec la société ArcelorMittal, avec ArcelorMittal, avec les 75 milliards. Ah oui, le président de la République, votre secrétaire général avait dit qu'elle allait porter plainte. Ah oui. Alors, où en sommes-nous avec cette plainte? Cette plainte... C'est-à-dire que, je le dis, c'est du bluff, ils font de la communication, et ils font dans la communication, je vais éclairer ça à l'antenne. Je vais éclairer ça à l'antenne. Ça veut dire que vous annoncez des plaintes comme ça, mais qui ne sont jamais effectives. Très bien. Vous savez, l'affaire qu'il vient de soulever, ArcelorMittal, c'est le plus grand scandale financier de l'histoire politique du Sénégal. Je pense que l'affaire ArcelorMittal, écoutez-moi bien. Il ne faut pas détourner les débats. On parle de la plainte. C'est très sérieux. Ce que je dis, c'est très sérieux. On parle de la plainte. Je pense qu'il un contentieux juridique qui a opposé l'État du Sénégal à une firme étrangère, en l'occurrence ArcelorMittal. L'ancien régime de Wade a porté plainte contre cette firme. On va au tribunal arbitral pour commettre le pari. Le Sénégal gagne le procès devant la firme. Et le tribunal condamne ArcelorMittal à payer
qui vient de 2325 milliards. Je suis désolé, c'est pas vrai. De francs CFA du Sénégal. Soit l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'est pas vrai. Pas vrai. Entre-temps, le régime du président Abdoulaye Wade a chuté. Macky Sall s'installe aux commandes de l'État. Les responsables de ArcelorMittal reviennent au Sénégal en catimini, négocier un deal avec le pouvoir de Macky Sall et se voit attribuer le droit de rembourser 75 milliards, c'est plus de 2000 milliards. Je suis sur un plateau de télévision. Macky Sall, après le pouvoir, va rendre compte justement de ce scandale financier. Il a permis à l'État du Sénégal de perdre pratiquement l'équivalent de son budget annuel. Et vous pensez que nous allons laisser cela comme ça? Non, c'est trop facile. Donc, vous n'avez pas... Et ce qui est extraordinaire, justement, si vous avez lu le communiqué du gouvernement, les 75 milliards là, ils l'ont mentionné en disant que ça fait partie de la traque des biens mal acquis. Mais c'est immoral, c'est indécent. Quand on est un délinquant financier, on doit avoir la décence de taire certaines choses. Encore une fois, le PDS ne parle pas pour le plaisir de parler. Rassurez-vous, il y a une vie après le pouvoir. J'ai dit à la fin de votre mandat, et c'est dans 12 mois, parce que vous allez bientôt débarrasser le plancher, le président Macky Sall et son régime vont répondre devant des tribunaux de la manière dont ils ont, comment dirais-je, géré cet argent-là. On ne peut pas nous faire perdre plus de 2 milliards et puis laisser ça passer sur notre c'est pas possible, c'est très facile. C'est très facile. Monsieur Agne, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier, alors que ce débat de milliards de la traque des biens qui repasse sur face, alors que les Sénégalais l'avaient déjà oublié avec le procès de Karim Wade? Bon, je vais y revenir, Georges, mais d'abord, il faut que je réponde. J'éclaircis quand même ce qu'il a dit, parce qu'il a dit de contre-vérité. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de contredire comme ça et de dire sur un plateau de télévision que mes co-débatteurs ne disent pas la vérité. D'habitude, vraiment, je les respecte trop. Mais là, je suis obligé quand même de le dire. Surtout quand vous parlez d'ArcelorMittal. Mais M. Bassel, soyez sérieux. Lorsque nous sommes venus au gouvernement, nous avons trouvé évidemment une plainte que Maître Abdoulaye Wade, une plainte que Maître Abdoulaye Wade avait déposée contre ArcelorMittal au niveau du tribunal international. Mais cette plainte n'était pas encore effective. C'est-à-dire que la procédure judiciaire suivit son cours. Nous, lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé que la procédure judiciaire était en cours. Il n'y avait pas encore de condamnation, il n'y avait pas encore d'amende, il n'y avait pas encore 2500 milliards à payer, M. Bessel. Je suis désolé. Je n'ai pas dit de M. Non, non, s'il vous plaît. Parce que parce que je vous dis, je ne sais pas si vous connaissez comment fonctionne la justice. Si l'affaire était traitée, il était impossible de revenir là-dessus. Si vous allez à un procès et que le juge condamne une partie à payer des dommages et intérêts et que le procès est clos, vous n'avez plus la possibilité de revenir là-dessus. Ça, je suis désolé. Ça, c'est deux. Et de deux, vous pensez, M. Bassel, que le président de la République va venir et le Sénégal doit avoir 2500 milliards. Le président de la République laisse les 2500 milliards pour prendre 75 milliards. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Logiquement parlant. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de logique. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. La logique, vous n'en savez rien. Il faut m'écouter. Moi, je l'ai écouté. Bien. Je dis, c'est-à-dire qu'il y a des choses que le bon sens même n'accepte pas. On vous donne 2500 milliards, on vous donne 75 milliards, vous choisissez 75 milliards, vous savez que ça quand même, c'est pas sérieux. Et je ne pense pas qu'un individu de saint d'esprit, n'importe qu'il soit président ou ne le fera quand même. Soyons sérieux. Je dis que c'était en procédure, c'était pas terminé. Lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé l'affaire en cours et les gens ont transigé parce qu'ils avaient la possibilité de transiger. Ça c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors l'autre élément, vous disiez que pourquoi la traque des biens mal acquis... Non, le débat sur ces milliards-là, pourquoi ça a refait sur ça? Les Sénégalais avaient déjà oublié. Oui, mais c'est parce que tout simplement, évidemment, ce sont ces gens-là qui veulent tout simplement... Parce que c'est toujours dans la... Moi, à mon avis, dans la lecture que j'en fais, c'est toujours dans la continuation des traques des biens mal acquis. Parce que voilà des gens, il parlait tout à l'heure de délinquants financiers. Mais le délinquant financier, c'est celui que la justice a condamné. C'est celui que la justice a condamné et qui est amené à payer des amendes. Celui-là, c'est un délinquant financier. C'est un délinquant parce qu'il a été condamné. Donc quand vous parlez aujourd'hui de délinquant financier de l'APR ou du gouvernement, je ne pense pas parce que personne n'a été condamné pour le moment pour ces causes-là. Alors je dis, parce que tout simplement, voilà des gens, on va vers 2019. On va vers les élections présidentielles en 2019 et évidemment ils savent très bien que les Sénégalais vont les juger à partir de cette traque des biens mal acquis. Ah bon? Parce qu'évidemment vous aurez à vous expliquer devant les Sénégalais. Vous aurez à vous expliquer devant les Sénégalais. Ah bon? C'est tout simplement maintenant une stratégie qu'ils ont conduite depuis le début pour dénigrer la traque des biens mal acquis. Parce que moi je ne vois pas d'autres Qu'est-ce qui va arriver si vous, au niveau de votre pétition, vous vous rendez compte que les Sénégalais ne suivent pas du tout? Qu'est-ce que vous allez faire? Les Sénégalais ne peuvent pas ne pas nous suivre. Mais ils ne vont pas suivre. Nous ne vous avons jamais suivi. Les Sénégalais ne peuvent pas ne pas nous suivre. Vous savez pourquoi? Parce que ce régime est aux commandes de vos affaires depuis
6 ans. Oui. À supposer que même 3 millions de Sénégalais signent votre pétition pour la gestion de John et que vous remettiez cette pétition au président Macky Sall qui la déchire, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, mais le peuple en prendre acte. Mais pour répondre à votre question d'abord, j'ai dit les Sénégalais vont se joindre à nous, ils vont nous suivre. Ils vont partager ce combat. Parce que justement, ce régime est aux commandes et aux affaires depuis 6 ans. Durant les 6 années, le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, ne cesse de végéter dans une misère désespérée. Durant les 6 ans du régime de Macky Sall, nos universités ont été transformées en murs de lamentation. Durant les 6 années du régime de Macky Sall, nos villes sont devenues des coups-gorge parce qu'il y a une insécurité galopante. Durant les 6 années, la jeunesse a été clochardisée parce qu'elle passe le plus clair de son temps à tourner le pouce et les désœuvrer. Il n'y a pas de boulot. Durant les 6 années, nos pauvres paysans ont été abandonnés à leur triste sort. Ils se démènent comme des diables à l'occasion de chaque saison de pluie pour produire, pour ne trouver personne pour acheter de la pluie. Donc les Sénégalais savent très bien que la position du Parti démocratique sénégalais, c'est la leur. Les Sénégalais sont conscients que le PDS est aujourd'hui en train de défendre leurs intérêts. Les Sénégalais sont aussi conscients que la survie d'un mensonge est très éphémère par rapport à celle de la vérité et que ce pouvoir-là ne peut pas continuer à leur mentir. Donc oui, Georges, les Sénégalais sont obligés de nous suivre. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines. Et vous allez vous voir, parce que cette pétition, elle sera partout, dans les réseaux sociaux, au niveau des quartiers, jusqu'à milieu rural. Elle sera signée par tous les Sénégalais pour exiger la démission de ce gouvernement. S'ils s'entêtent à se maintenir au pouvoir comme Macky Sall est un anarchiste hors la loi, quelqu'un qui n'a aucun respect vis-à-vis des Sénégalais d'abord, et d'ailleurs lui qui parlait un peu de Wahwahed. Vous savez, s'il n'y avait pas de Wahwahed, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de débattre avec moi. Parce que l'élection présidentielle aurait lieu en 2017 et que vous seriez déjà parti. Vous me parlez d'Abdoulaye Wade qui a fait un Wahwahed. Si Macky Sall n'a effectué de Wahwahed, toi tu ne serais pas là aujourd'hui dans ce plateau devant moi pour discuter. Tu serais peut-être ailleurs. Alors, donc, vous êtes trop mal placé pour parler, je ne sais pas, pour donner des leçons de morale ou de vertu. Non, Georges, franchement, ce pays-là est un pays devenu très difficile. Les conditions de vie des Sénégalais sont devenues désastreuses. On ne peut donc pas continuer à laisser ce gouvernement diriger à travers une campagne de désintoxication et de communication. De toute façon, oui, M. Agne, rapidement. Il monopolise la parole. Oui, rapidement, M. Agne. Oui, je veux dire quand même, je dis que cette pétition, les Sénégalais ne vont pas les signer. Parce Il y a que une pétition et une plainte. Je dis les Sénégalais sont conscients. La plainte est irrecevable, ça, ils le savent, ils ne vont même pas le faire. J'ai donné des exemples à maintes reprises où ils ont déclaré qu'ils vont porter plainte et ça ne s'est terminé nulle part. La pétition, il n'y a pas un seul Sénégalais qui va signer ça. Je dis, parce que tout simplement, parce que les Sénégalais sont des... Non, les Sénégalais sont des gens intelligents. Mais je vous ai écouté, quand vous parlez, il ne m'écoute pas les gens. C'est ça le problème. Je vais signer cette pétition. On est dans un débat intellectuel. Monsieur, vous avez parlé, il faut laisser parler. Moi, je vous respecte et je vous écoute. Le premier acte de discipline, c'est d'écouter les gens, monsieur Bassel. Oui, allez-y. Moi, je vous ai écouté, je vous respecte beaucoup. Écoutez-moi. Je vous ai écouté parler, vous avez tout dit, vous avez dit. Alors, je dis, ils ne vont pas le signer parce que les Sénégalais, et je vais reprendre ses propos, durant ces 6 ans, ils savent que le président Macky Sall a amené le pays. En 2011, nous avions un taux de croissance de 1,7%. Aujourd'hui, nous en sommes à 6,7% et 7% en 2018. Les Sénégalais savent très bien qu'en 6 ans, pour la première fois, le taux de croissance du Sénégal est resté pendant 3 années à 6%, ce qui n'a jamais eu lieu. On fait partie des meilleurs pays d'Afrique aujourd'hui performants sur le plan économique. En 6 ans, les Sénégalais ont bénéficié des bourses de sécurité sociale. En 6 ans, les Sénégalais ont bénéficié des CMU. En 6 ans, les Sénégalais ont vu émerger l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université Cheikh Ibrahima Niass. En 6 ans, les Sénégalais ont vu émerger des ISEP, des ENO, des unités virtuelles du Sénégal. Voilà. Donc en 6 ans... On va passer donc à la seconde phase. Non, mais quand même, c'est-à-dire que c'est ce que je dis. Oui. Nous n'avons pas peur du bilan. Et vous l'avez dit tout à l'heure, votre question. Pourquoi aujourd'hui on met sur la table la traque des biens mal acquis? Parce que c'est des gens qui n'osent pas débattre sur notre bilan.
Parce qu'ils savent très bien que le président Macky Sall aujourd'hui a un bilan positif et qu'en 2019, c'est sûr et certain que tous les Sénégalais épris de justice, de paix et qui veulent voir ce pays émerger et être un pays émergent en 2035 vont voter pour le président. C'est pour ça que vous mettez vos opposants en prison. Voilà, on va voir de toute façon ce qu'il adviendra donc de cette plainte du Parti démocratique sénégalais contre le Premier ministre Abdoulaye Dione et aussi donc cette pétition qu'il compte amener, faire signer aux Sénégalais pour exiger sa démission. Et donc la transition est toute trouvée donc pour parler donc de notre second thème aujourd'hui, consistant donc l'affaire Khalifa Sall du nom du maire de Dakar. Donc nous allons passer donc à la seconde actualité donc de ce débat pour parler donc du procès du maire de Dakar, M. Khalifa Sall. Ce procès donc qui s'est ouvert depuis, qui s'est rouvert encore le 3 janvier, mais qui a été renvoyé encore pour le 23 de ce mois. Alors un procès donc qui risque de tirer en longueur, en faveur de qui, en défaveur de qui, voilà autant de questions que se posent les Sénégalais. Alors je ne sais pas, M. Elias Bassène, vous êtes avec M. Khalifa Sall, même si vous n'êtes pas dans la même coalition aux élections législatives, n'avez-vous pas envie de dire à quand ça va démarrer véritablement ce procès-là? Oui, écoutez, le procès a déjà démarré. Oui, mais à quand on va aller vers le fond? J'arrive. La première audience a été fixée le 14 décembre 2017. Elle a fait l'objet d'un renvoi. Ensuite, ils ont encore renvoyé, elle a fait l'objet d'un renvoi jusqu'au 3 janvier 2018. Ça vient de faire encore l'objet d'un renvoi jusqu'au 23 janvier prochain. Écoutez, je crois que la lecture qu'il faut faire de cette affaire politico-judiciaire, c'est que le pouvoir, ce procès de Khalifa Sall rime avec l'agenda politique du président Macky Sall. Apparemment, toutes les conditions sont réunies pour que ce procès se déroule rapidement, que Khalifa Sall soit condamné et qu'il soit mis hors course pour la prochaine élection présidentielle. Qui vous dit ça? Alors, ce qui me le prouve, ce sont les actes que le gouvernement a posés jusqu'ici. Depuis les enquêtes, jusqu'à son arrestation, sa mise sous mandat de dépôt, et bien entendu son procès, tout a été bafoué. Les avocats de Khalifa Sall cessent de monter au créneau pour dénoncer les violations flagrantes de leurs clients. Mais le régime Macky Sall n'en a qu'un. Il n'a qu'un seul objectif, c'est faire condamner Khalifa Sall rapidement, le mettre hors course, et puis se consacrer à l'élection présidentielle. Parce que Macky Sall n'a qu'une seule ligne de mire à l'heure actuelle. C'est l'élection présidentielle de 2019. La présence de Khalifa Sall à cette élection pourrait éventuellement compromettre sa chance de remplir. C'est ce que vous disiez avec Karim Wade. C'est la même chose. On l'élimine. Sauf que Karim Wade, il ne peut pas l'éliminer. Karim sera là, il sera bel et bien candidat et comment dire, il va le bouter dehors. Donc, ils ont ce problème. Ils vont donc organiser rapidement, je disais, ce procès pour le faire condamner. Savez-vous que les avocats de Khalifa Sall avaient demandé au tribunal de reporter le procès dans 2 mois pour leur permettre effectivement de s'imprégner véritablement du dossier, donc de finir leur stratégie de défense. Mais on leur a refusé cela. On leur a refusé cela et on a fixé la prochaine date d'audience le 23 janvier prochain. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que les juges, le président qui devrait justement juger, mais on vient de demander. Maguette Diop vient d'être remplacé par un certain Malik Lamotte. Le substitut du procureur lui-même, c'est Ndiaye. Mais il a quitté désormais, c'est le procureur lui-même, Bassirou Gueye, qui siège. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rappelez-vous, Georges, qu'il y a cela quelques semaines, un journaliste de La Place, un journaliste qui travaille dans un média de La Place, un chroniqueur, a révélé l'existence d'une audience au palais, une audience secrète à laquelle avait préparé effectivement le magistrat Maguette Diop. Je n'ai pas connaissance de démenti officiel émanant. Oui, bien sûr, toi aussi. Est-ce que c'est à la suite de cette révélation, de cette information, que justement le gouvernement a jugé utile de faire des pressions sur le parquet pour changer un peu la configuration je ne sais pas, de la Cour? Je n'en sais rien. Ce qui est constant, c'est que effectivement, le sort de Khalifa est déjà scellé.
Et c'est le palais de la République qui va sceller le sort de Khalifa. Ce n'est pas une cour, ce n'est pas un tribunal. Je reviens à vous, M. Elas Bassel. Alors, M. Tabouraïn, n'avez-vous pas l'impression que ce procès est parti pour battre les records en matière de durée? De durée, c'est que, comme vous l'avez dit, évidemment, ce procès a été reporté 2 fois. Donc, et je veux signaler que si le report a été fait, c'est à la demande des avocats de M. Khalifa Sall. Oui, parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Mais c'est ça le problème, Georges. Tous nous avons suivi quand même du début à la fin. Ils ont demandé je voulais dire que comme il l'a Mais ce n'est pas eux qui ont demandé le changement de juge. Hein, Non, je viens à ça. Mais je voulais d'abord dire que cette confusion qu'il continue à vouloir entretenir dans la tête des Sénégalais pour en faire un procès politico-judiciaire, ce n'est pas il faut dire la vérité. C'est-à-dire, moi, j'aime les gens, quand ils sont sur le plateau de télévision, qu'ils ne savent pas. Ou bien, peut-être, c'est fait à dessein, ou bien c'est parce que c'est fait par ignorance. Je pense que parler de procès politico-judiciaire et essayer de faire la confusion en parlant du gouvernement, comme si c'est le gouvernement qui instruit, en parlant du gouvernement, comme si c'est le gouvernement qui nomme les juges qui doivent siéger au niveau du tribunal pour juger Khalifa Sall. Je pense que si vous le dites, soit vous êtes de mauvaise foi, excusez-moi du terme, ou bien vous ignorez comment fonctionne la justice. Deux, c'est le. Je dis, les juges de siège au Sénégal sont des juges indépendants qui bénéficient du principe de l'immobilité des sièges, qui ne dépendent pas hiérarchiquement du ministère de la Justice. Ce n'est pas le qui désigne celui qui doit siéger au niveau du tribunal ou non. Ça, c'est laissé à la prérogative des juges de siège, des présidents de cour de cassation, des présidents de cour d'appel, qui sont les supérieurs hiérarchiques. Mais le procureur, seul le procureur dépend du ministère de la Justice, qui est un magistrat debout, comme on le dit dans le jargon juriste. Celui-là, il peut recevoir des instructions du ministère de la Justice. Mais les autres magistrats, ils ne peuvent pas recevoir d'instructions du ministère de la Justice. La Constitution leur assure une certaine liberté. Ils n'ont pour seul juge que la loi. Ils jugent la loi au nom du peuple sénégalais. Donc je pense qu'il faut enlever cette confusion-là. Le magistrat Malick Lamotte est un magistrat très bien respecté dans la magistrature. Vous n'avez pas entendu un seul, au niveau de la magistrature, ni l'UMS, ni quelqu'un, s'élever contre cette nomination. Vous n'avez pas entendu, parce que le président Maguette a été mis assesseur, il est toujours dans l'intense et dans l'instance judiciaire. Vous n'avez pas entendu un seul, même les avocats de Khalifa Sall n'ont pas dénoncé cet état de fait. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision pour tenir quand même l'image de marque des magistrats honorables, d'une justice qui est des magistrats qui font leur travail. Je pense que quand même vous leur devez du respect. C'est extrêmement important. Il faut qu'on respecte cette institution judiciaire, qu'on respecte ces gens qui sont là-bas, qui sont des gens qui ont consacré toute leur vie au Sénégal, qui sont des gens qui font leur travail avec leur âme et conscience. Je pense que quand même, il faut un peu de respect à ces gens-là, il faut un peu de respect à la justice. Et quand nous parlons politique, parlons politique. Mais quand nous parlons de la justice, parlons vérité. C'est extrêmement important, parce que la justice est un pilier extrêmement indépendant et important de l'état de droit. Si personne n'a intérêt à fragiliser la justice. Personne n'a le droit de fragiliser la justice. Est-ce que vous le saviez, vous? Le magistrat, le juge instructeur, parce que je vois parfois les avocats, au lieu d'aller dans les tribunaux pour plaider et donner des arguments juridiques, sont toujours en général des gens qui viennent par exemple à la télévision, à la radio, à la média, pour construire l'opinion publique et pour dresser l'opinion publique contre les choses. Je dis que ça c'est dangereux. Tous les magistrats qui ont suivi ce jeu, Malick Lamotte, que ce soit par exemple Sall, qui était le juge d'instruction, ça fait partie de cette génération de jeunes magistrats très compétents et très honnêtes et qui sont connus dans le milieu judiciaire. Je pense que c'est extrêmement important. Si vous ne le saviez pas, je pense que parfois, il faut quand même avoir cette... Alors, non, je veux continuer parce que vous m'aviez posé une question. Oui. Je me rappelle, la question c'était... C'était le procès qui tire en longueur. Oui. J'ai dit, si le procès a tiré en longueur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les avocats. Parce qu'on a l'impression que les avocats ne veulent pas que Khalifa Sall soit jugé. Parce que même avant ce renvoi, rappelez-vous, mais il y a eu du recours abusif. C'est-à-dire que depuis que Khalifa Sall a été incarcéré, ça fait presque 9 mois. Or, normalement, la détention préventive, depuis le mois de mars, c'est 9 mois. C'est une détention préventive. Mais ces avocats ont toujours effectué des recours sur recours pour le maintenir en détention préventive et pour qu'il ne soit pas jugé. Au moment où les gens combattent la détention préventive en disant que la détention préventive est une atteinte aux libertés.
Et chaque fois, ici au Sénégal, partout dans le monde, les gens l'ont contesté. Les gens ont crié, ont contesté par rapport à ça. Les gens font le tout pour essayer de combattre ça. En ce moment-là, les avocats de Khalifa Sall font tout pour maintenir le client en détention préventive. Ah bon? C'est inadmissible. Mais bien sûr. Est-ce que vous pensez que donc les avocats de Khalifa Sall ou bien Khalifa Sall lui-même a intérêt à ce que le procès tire en longueur? Oui, mais c'est ridicule. Les avocats de Khalifa Sall, depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui, ont sollicité au moins 7 demandes de mise en liberté provisoire. Des demandes de mise en liberté provisoire, toutes ont été rejetées. Et vous osez venir aujourd'hui sur un plateau de télévision pour dire que les avocats de Khalifa Sall sont en train de faire dans le dilatoire pour maintenir leurs clients en détention. Mais bien sûr. Non, vous avez parlé tout à l'heure de respect. Il faut un minimum de respect. Vous savez, la prison. On n'a pas besoin de séjourner en prison. Mais j'ai dit, c'est eux qui demandent les reports sur report. C'est pas c'est eux qui demandent les reports et reports. Donc on a l'impression qu'ils veulent que Khalifa Sall reste en prison en détention préventive. Particulièrement atroces pour vivre ces détenus. Donc quand nous parlons d'un homme qui est privé de liberté. Mais comment un avocat qui a un dossier depuis 9 mois s'est dit qu'il n'est pas encore prêt à plaider? Moi j'ai écouté M. Doudou. Voilà quelqu'un, M. Doudou, je l'ai écouté. Mais ne m'interrompez pas, Mais M. Doudou a dit carrément que si demain on l'appelle pour plaider, il est prêt. Parce qu'un bon avocat doit toujours être prêt à plaider. Oui, continuez. Tout à l'heure, vous parliez de discipline. C'est vrai que la discipline n'est pas une marque de fabrique. Je vous rends la balle pour que vous voyez un peu. Mais au moins un peu de respect. Alors, donc je disais que soupçonner les avocats de Khalifa Sall de faire dans le dilatoire pour le maintenir longtemps. Pour faire tirer le procès en longueur. Franchement, c'est injuste, c'est pas honnête de dire ces choses-là. Je vous ai rappelé tout à l'heure que depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu à introduire plusieurs recours pour demander une liberté provisoire. Et le tribunal a toujours refusé. Et si les avocats, justement, de Khalifa Sall ne veulent pas aller au procès, comme vous l'avez dit, mais c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice. Que ces gens-là sont manipulés, ils sont instrumentalisés par le pouvoir pour faire condamner Khalifa Sall. Ils savent que ce sont des commandos. Ils sont en mission commandée. Et c'est pour cette raison, descendez tout de suite ici, nous sommes à Walfadjri, tendez votre micro à n'importe quel Sénégalais, il vous dira que Khalifa Sall sera condamné. Parce que nous sommes arrivés à un stade où aucun Sénégalais ne fait plus confiance à la justice de son pays. Et c'est pour cette raison que c'est dangereux. Ce pays, disais-je, est devenu un coup-de-gorge. C'est devenu une cour d'Europe et tout, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Tout est possible désormais. Il suffit juste que Macky Sall soupçonne, lui, Georges, d'avoir des velléités politiques pour qu'il demain se retrouve en prison. Nous en sommes là aujourd'hui, mon frère. Alors, donc ne parlez pas de respect, ne parlez pas de discipline. Ici, les Sénégalais sont aujourd'hui conscients que cette justice-là ne rend plus la justice en leur nom. Elle rend la justice au nom de Macky Sall et de votre régime. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas, Khalifa Sall ne doit pas aller au procès. Parce qu'aller au procès, c'est vous donner l'occasion de le condamner et donc de l'écarter de la course à la prochaine élection présidentielle. Il m'arrive parfois de me dire, est-ce que la magistrature n'est pas la 15e? Vous avez combien de fédérations au niveau de la PR? Il faut ou peut-être la 46e fédération de la PR. Il faut qu'on arrive justement, quand vous me dites de respect des juges, que savez-vous du respect des juges? Alors, M. Agne, beaucoup de Sénégalais, en tout cas dans le camp de Khalifa Sall, beaucoup estiment que voilà, Khalifa sera déjà son sort est déjà scellé. Alors que bon, on n'en est pas encore là. Est-ce que cela n'est pas un peu gênant? Aujourd'hui, si Khalifa en arrivait à être condamné, cela ne serait pas un autre candidat, potentiel candidat privé donc de ses ambitions politiques. Mais comment un potentiel candidat? Mais d'abord, avant Khalifa Sall, ils ont parlé de Karim Wade. Oui. Mais Karim Wade, on a bâti son papa. Donc je pense que dire que maintenant il peut revenir comme candidat, on l'a battu même dans son bureau où il votait. Donc pour dire que, parce que là, à l'opinion publique, vous disiez que c'était un candidat, il sera le futur président. Et aujourd'hui, vous revenez pour dire maintenant c'est Khalifa Sall qui sera le prochain président. Je me demande bien maintenant ce que vous allez faire de Karim Wade. J'ai entendu hier aussi quelqu'un du PS dire que c'est maintenant Idrissa Seck qui sera leur potentiel candidat futur. Je me demande bien où est-ce que va mettre Khalifa Sall. Je dis si les Sénégalais, parce que les gens savent que le dossier est corsé. Parce que tous les Sénégalais savent qu'il y a eu détournement de deniers publics. Je ne suis pas juge. Je n'anticipe pas. Non, je dis, tout le monde sait que Khalifa Sall a détourné l'argent qui était dans la caisse. Non, je ne le dis pas. S'il vous plaît. Tout le monde sait que Khalifa Sall a détourné de l'argent, ça veut dire que vous mettez dans tout le monde. Je m'excuse, je ne mets pas dans tout le monde. Je ne veux pas d'abord anticiper, même parler des trucs en procès. Mais je veux dire qu'il y a des présomptions
dénote beaucoup de présomptions, des présomptions très fortes, qui montrent évidemment que M. Khalifa Sall vraiment a détourné de l'argent. Comme il y a aussi des présomptions d'innocence. Non, je vous en parle. Parce que déjà, ce n'est pas un rapport de Macky Sall, c'est un rapport de l'IGE qui l'a épinglé. Et lorsqu'on l'a épinglé pour détournement d'argent d'une valeur de 30 millions par mois à 1 800 000, la première fois qu'on l'a épinglé, il a dit qu'il a fait comme ce que les Pape Diop et les autres maires faisaient. On lui a dit donc, si les autres détournent, vous détournez. Il a dit, il a changé de discours après. Il a dit non. Lorsqu'on est revenu, il a changé de discours pour caractériser la caisse d'avance de fonds politiques. Ce qui est faux, tout le monde le sait. Parce que les fonds politiques ne font pas l'objet de contrôle. Or, lui, il a été contrôlé par l'inspection générale d'État. Mais les fonds politiques ne font pas l'objet de contrôle. Donc s'il a été contrôlé, c'est parce que ces fonds-là ne sont pas des fonds politiques. Les fonds politiques sont laissés à la discrétion de l'autorité qui les gère. Donc je pense que là-bas aussi, il sait ce qu'il attend. Donc les factures, les fausses factures, tout le monde le sait. Donc tout ça, c'est des conclusions de l'inspection générale d'État qui est là. Ces avocats le savent, tous les Sénégalais le savent. Et donc on sait que pertinemment qu'il y a de fortes présomptions qui pèsent sur lui. C'est pourquoi d'ailleurs ces avocats font des recours sur recours pour qu'ils ne soient pas jugés. Une question pour vous, M. Tabouré Agne. Quand est-ce que vous allez dépoussiérer les autres dossiers concernant, en tout cas, ceux qui sont de l'autre côté de chez vous et qui ont commis des malversations? Qui a commis une malversation? Non, je suppose que ce n'est pas seulement Khalifa Sall. Le dossier du directeur du coup. Je peux vous aider? Oui. Je peux vous aider? Non. N'allez pas loin d'abord. Ouais. L'affaire Victogo. Adama Victogo. Ouais. Les 12 milliards que vous avez remis à Adama Victogo. Ouais. Il faudrait que vous nous expliquiez dans quelles conditions vous l'avez remis. Mais les gens sont expliqués. Le rapport. On a expliqué comment ça s'est fait. C'était des marchés, il a exécuté le marché. Vous parliez de l'IGE. Vous parliez de l'IGE. Mais l'AFNAC, sous Nafi Keïta, a épinglé beaucoup de responsables de votre régime. Mais qui? Le directeur du COUD. Vous avez vu le rapport? Oui, le directeur de la Poste. Vous avez vu le rapport? Ah ben oui, naturellement, ils ont été... Des choses qui veulent. Donc, vous avez lu le rapport? Est-ce que vous avez vu le rapport? Vous l'avez lu pour savoir ce qui se trouve dans le rapport? Je vous ai posé une question que vous avez voulu esquiver parce qu'elle vous gêne. Vous savez que vous n'êtes pas les garants de la vertu. Vous êtes les promoteurs du vice. Alors, je ne voulais pas donner ici des leçons. J'ai dit, en termes de transparence et de bonne gouvernance, votre régime s'est illustré de la triste des manières. A commencé par... Il a parlé de l'OFNAC. Il faut quand même que je réponde parce qu'il a parlé... J'ai dit les rapports de l'OFNAC. Je vous rappelle. C'est le président de la République. Non, je vous dis. Non, il faut savoir comment fonctionne l'OFNAC. C'est le président de la République qui, par souci de transparence, de bonne gestion sobre et vertueuse, a mis sur place l'OFNAC. Et l'OFNAC lui a donné la possibilité de saisir le procureur de la République. Donc, si ces dossiers-là existaient, pourquoi le président de l'OFNAC n'a pas saisi le procureur de la République? Merci, chers amis. Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. Elias Bassène, le coordinateur du mouvement OK Karim, donc membre du comité directeur du PDS. Merci M. Bassène. Merci à M. Tabouré, qui est conseiller technique à Pékin Est. Il est aussi président de la commission des finances, membre des cadres du PDS. Merci à vous, M. Aïe, de l'APR. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Diop et cher Tidiane Ndiaye. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Al-TV.